Marcelin, Marcelin, réveille-toi. C'est l'heure de parler. Il y a d'abord eu Teresa Robles, hypnothérapeute mexicaine, qui m'a raconté ça. Mon père est mort quand j'avais 15 ans. Je rêvais qu'il me prenait et on dansait sur le précipice. Et il me disait, vivre, c'est sentir. N'oublie jamais que vivre, c'est sentir. Evelyne Elcesser, chercheuse suisse. La mort fait peur, c'est toujours un sujet tabou, les gens préfèrent ne pas y penser. C'est dommage parce que si on refuse de penser à la mort, on a peur de la mort. Le journaliste Stéphane Alix. Notre matérialité, notre activité cérébrale, notre corps nous donne une densité de cette réalité dans laquelle nous interagissons, mais elle n'est en aucun cas la totalité de la réalité, et au contraire, elle est même uniquement un petit reflet, peut-être un petit fragment. Et enfin, Luc Biget, docteur en biochimie et astrologue, qui m'a confié que la fin n'existait pas. En fait, il n'y a pas de fin. Si on regarde au-dessus, là où on en est, ça n'est vraiment qu'une petite étape de pas grand-chose. L'année suivante, mon père est mort. J'ai vidé son appartement, c'est là que j'ai retrouvé la fameuse série de cassettes, complètement oubliée depuis. Sur de nombreuses cassettes, la voix de mon père débarque, sans prévenir, comme ça, en direct, depuis cette époque. J'aimerais devenir futurologue parce que je sens toujours venir la catastrophe. Depuis son appartement, 5e gauche. On y accédait en empruntant un ascenseur. Pas très rassurant. On va au 5e. J'appuie alors sur le 5. Hop. Et c'est parti. Tu sais pourquoi il y a un miroir, toi, dans un ascenseur? Non, pourquoi y a-t-il un miroir dans un ascenseur? C'est pour te rassurer, pour avoir une image réconfortante de toi-même. Ouais, ça. J'aime pas trop les ascenseurs. Ah, il y a plus de lumière. Mais on va y aller. Mon père avait toujours un avis sur tout et pouvait débattre des heures. De politique, bien sûr. Je pourrais parler d'économie pendant des heures. Mais de sujets aussi plus légers, comme l'ambiance de la place Saint-Lambert, la place principale de notre ville, Liège. La place Saint-Lambert, quoi qu'on puisse dire, était belle, et c'est bien dommage qu'on l'ait bouleversée et qu'il a fallu attendre 50 ans presque pour la revoir à nouveau comme elle l'était au sortir de la guerre. Parmi tous les sujets de ces cassettes, il y en a un particulièrement récurrent. La mort. Mort ou bien mort. Mort. Si je mourais là-bas, adieu. Mort. Mourir à tes pieds. Morte. Meurs. Mort. Je meurs des faim. Je cesse d'exister. Mon père a passé sa vie à redouter la mort, affirmant bien sûr qu'il n'en avait pas peur, tout en me répétant inlassablement pendant 43 ans qu'il était dans sa dernière année de vie. Ma jeunesse est finie. Adieu. Le bonheur passait. Il a fui. Je me suis rendu compte que ce podcast, pourtant sur la mort de mon père, parle jusqu'ici de tout, sauf de ça. Ça parle de surmonter le deuil en s'adressant à des médiums et des psychologues ou en prenant des substances pour dépasser le chagrin. Ça parle de transgénérationnel, ça parle d'une époque révolue, d'un pont entre les années analogiques et numériques, ça parle d'héritage transmis via notre ADN, mais ça ne parle pas de... La mort. Oui, on peut peut-être le dire en moins drama, mais oui, ça ne parle pas de la mort. Je devais me rendre à Paris pour une ultime rencontre et affronter la mort qui a causé tant de troubles à mon père. Il a parfois empêché d'être pleinement vivant. Sarah Dumont, bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste à l'origine du projet Happy End, le premier média indépendant consacré à la mort. Ce projet s'est ensuite décliné en apéro de la mort, des rencontres intimistes où des inconnus échangent librement autour de la fin de vie et du deuil. Diplômé de l'école publique de journalisme de Tours au début des années 2000, vous entamez une carrière de journaliste indépendante, notamment au sein du groupe Prisma Média. Pendant près de 15 ans, vous signez des articles pour Femme Actuelle, Prima ou encore hors série. Vos collègues vous taquinent gentiment parce que vous êtes souvent celle à qui on propose les sujets les plus sensibles et les plus intenses émotionnellement. En réalité, il ne s'agit pas d'une fascination que vous avez pour la douleur ou la mort, mais pour vous, les difficultés forgent. Vous y voyez une possibilité de transformation, de dépassement de soi. Alors je me demandais, pour commencer, d'où vous vient cette vision lumineuse du tragique, de votre vécu, de votre expérience, ça vous vient d'où? Alors, je me suis jamais posé cette question. C'est marrant. Quand je peux être en contact avec des histoires lourdes d'enfants battus, d'enfants qui ont subi des violences sexuelles, je vais repartir, pas avec la lourdeur du témoignage, mais avec l'admiration du chemin parcouru. Ouais. Et je pense que c'est ça qui m'intéresse quand je recueille des témoignages, quand je suis au contact de la douleur. On va y arriver, on va avancer, on va cheminer et la douleur sera moins forte. Et voilà, j'axe beaucoup mon attention et ce que je retiens, c'est ça. Et je pense c'est ce qui me permet de travailler sur le sujet de la mort depuis bientôt
6 ans. Alors, votre père meurt en 2013. Avec votre mère, vous lui organisez des funérailles à son image, atypique, à la Bellevilloise, un lieu de fête parisien avec de la musique et le cercueil rempli de post-it. Vous poursuivez votre métier de journaliste avec en 2014 les expériences de Cerise qui remportent un prix au trophée de la vidéo online et une enquête de 2 ans sur l'insémination artisanale en France. L'année suivante, vous inscrivez au diplôme universitaire deuil et travail de deuil de l'espace éthique à Paris. Vous consacrez votre travail de fin d'études aux funérailles civiles et vous interrogez comment les réinventer pour répondre aux souhaits des familles. Quel était votre cheminement depuis la mort de votre père jusqu'à ce mémoire? Mon père était quelqu'un d'original, d'assez atypique. Avec ma mère, bizarrement, quand il est mort, on s'est toutes les deux appelées, évidemment, et je lui dis j'ai un contact. Elle me dit moi aussi, c'était le même. En fait, nous on voulait pas aller dans une salle de crématorium, enfin on se voyait pas là-dedans, on se projetait pas pour lui là-bas. Mon père était un amoureux de la nature, écolo, et donc on voulait un coin de nature, on voulait aussi quelque chose qui soit quand même joyeux. Cette entreprise de pompes funèbres nous a accompagnés dans nos souhaits, c'est-à-dire qu'on est parti d'une page blanche, on lui a dit ce dont on avait besoin et il a cherché. Et c'est vrai qu'on a atterri à la Bellevilloise. Alors la nature, elle était à travers des arbres en fait qui étaient dans la grande véranda. Donc il y avait ce coin de verdure, effectivement. Les personnes se sentaient peut-être plus libres de leur posture. Je pense que quand on va dans un cimetière, quand on va dans un crématorium, un lieu dédié à la mort, on va se mettre dans une posture un peu, on va jouer quelque part un rôle. C'est pas naturel. C'est pas naturel. C'est-à-dire qu'on va tout de suite se sentir, je dois pas me comporter comme ça, etc. Et là, je pense que le fait d'avoir été dans un lieu autre, qui est plutôt un lieu de fête, les gens se sont sentis plus libres, en fait. Il y a eu des hommages et les personnes ont applaudi. Et moi, j'avais jamais entendu d'applaudissements à un enterrement. Et c'est là que je me suis dit, c'est marrant. Ils applaudissent. Mon père, pour vous dire, il est parti tout seul, en fait, dans son cercueil au crématorium, se faire brûler. Et nous, on est restés entre nous, on a bu des verres. Et pour nous, c'était quelqu'un de très indépendant, qui partait très souvent seul, longtemps. Et c'était naturel pour nous qu'il parte tout seul. Bien sûr, il me manque, mais il y a vraiment cette notion de... On a été à la hauteur de ce qu'il était. Et ça, je pense que c'est vraiment un cadeau à se faire en tant que... proche endeuillé, c'est de se dire je dois exiger certaines choses si je pense qu'elles sont justes. Après, quand je revoyais des personnes présentes à l'enterrement, ils me disaient mais tu sais Sarah, on ne savait pas qu'on avait le droit de faire ça. Et à partir de là, journaliste dans l'âme, je me suis dit mais c'est pas possible que les gens soient pas au courant. Et c'est là que j'ai réalisé qu'en fait il existait très peu d'informations sur le sujet de la mort. Ce sujet il était traité par des pompes funèbres, par des assureurs, par des mutuelles. Et donc j'ai voulu combler ce vide d'informations pour faire en sorte que les gens soient acteurs de ce temps de vie et qu'on ne leur vole pas leurs obsèques par manque d'informations. En 2018, vous fondez effectivement Happy End. Vous dites la mort est devenue un ennemi à combattre dans les médias, dans les jeux vidéo de nos enfants, mais dans notre vie, la vraie, on ne veut plus la voir. Est-ce que vous pensez qu'une des causes de ce rejet de la mort, outre la peur, c'est parce que dans nos sociétés, faire son deuil, ça signifie reprendre le plus vite possible le travail et la productivité que la mort a interrompu? La mort intime, on ne la vit plus, c'est-à-dire qu'avec les progrès médicaux, la perte de nombreuses traditions, comme la veillée funèbre, comme les cortèges funèbres, on ne porte plus son deuil. Donc le deuil n'est plus visible. Il n'y a plus de petits de signes distinctifs qui permettent de dire attention, fragile, je ne vais pas bien, je viens de perdre quelqu'un et il va me falloir plus de 3 jours pour m'en remettre. Ouais. On a perdu le mode d'emploi de l'accompagnement de la fin de vie d'un proche. Il y a une injonction très forte de se relever vite de toutes les épreuves, y compris du deuil, mais je pense aussi que tout ça, c'est parce que on ne sait même plus prendre soin d'un endeuillé. Et de faire en sorte qu'on soit un peu des mortels moins flippés de la mort, et moins flippés aussi que de côtoyer des personnes endeuillées, et de chercher toujours des phrases à leur dire, alors qu'en fait, ce qui compte, c'est davantage l'écoute. Voilà, donc je pense qu'il y a effectivement beaucoup de choses à réapprendre, et surtout, ça passe par réapprivoiser la mort dans nos vies. Ouais. Ce qui est un peu étrange, c'est de voir le deuil comme une guérison, comme si on devait guérir de l'amour de nos disparus. Ça aussi, c'est un peu bizarre, non? Complètement. D'ailleurs, nous, on combat beaucoup chez Happy End cette notion de faire son deuil. On ne fait pas son deuil, c'est lui qui nous fait. Je veux dire, on n'est jamais plus le même quand on perd un proche. Il y a un chemin de transformation. Il nous manquera à jamais. Il n'y a pas d'action à mener. On restera connecté à nos morts. Alors d'une part, il y a toujours un énorme tabou autour de la mort, mais d'autre part, pourtant, la mort, on la connaît quand même, on la croise tous les jours, parce qu'on doit faire le deuil de situations, d'idées, de certitudes, d'histoires d'amour, de travail, de toutes ces vies que nous ne vivrons pas. Alors est-ce que, je me demandais si c'était pour ça que la peur du changement est si ancrée, parce que le changement, c'est comme une mort. C'est des petites morts, mais c'est des petites morts qui font grandir. Ouais. Et je le vois, je l'observe, parce que nous, on est aussi un centre de formation justement à ces métiers d'accompagnement de la fin de vie et du deuil.
Et les personnes qui viennent dans nos formations, c'est souvent des personnes qui vont être en quête de sens. Peut-être que les choix qu'ils avaient faits jusqu'à présent n'étaient pas totalement les choix qui les rendaient les plus heureux. Tout changement peut faire peur, mais tout changement nous aide potentiellement à aller au plus près de ce pourquoi on est né, ou en tout cas de ce qui va nous rendre heureux. Vous constatez, donc vous venez d'en parler, la disparition des rites qui entourent la mort. Aujourd'hui, la position de notre société occidentale, c'est généralement la suivante. Les rituels sont liés aux religions et à la spiritualité, qui sont considérés comme dogmatiques, dangereuses, oppressives, et qui nous empêchent d'avoir un accès au réel aussi valable que la rationalité avec la science. Et c'est pour cela que les rituels liés à la mort ont tendance à s'effacer. Et est-ce que s'ouvrir à nouveau à une spiritualité sans qu'elle soit forcément liée à un courant religieux pourrait être une piste ? Moi, j'y crois beaucoup, et je me souviens d'ailleurs d'un philosophe qui était venu me voir sur un salon parce que je parlais justement des nouveaux rites. Cet homme-là, à la suite d'une de mes interventions, m'a dit « On ne réinvente pas les rites ». Ben moi, je suis pas sûre. Il y a 1001 façons de dire au revoir à quelqu'un. On voit d'ailleurs aujourd'hui apparaître des rituels comme d'écrire sur un cercueil, ce qui ne serait jamais fait auparavant, parce que finalement le cercueil, je pense, aujourd'hui a moins de valeur. Je trouve qu'aucun enterrement devrait se ressembler. En 2019, vous participez au documentaire Zoothérapie, des animaux pour soigner les maux. On y découvre comment la présence animale peut apaiser les douleurs. Ce qui m'amène à un autre aspect, puisqu'on parle de la mort souvent moins abordée, c'est celui de la mort d'un animal de compagnie, qui reste un gros tabou et qui isole encore beaucoup de personnes parce que ces personnes n'osent pas exprimer leur chagrin, comme si leur peine n'était pas légitime. Alors on entend ce genre de phrase, « Oh ça va, c'est qu'un animal ». Pourtant on peut pleurer un animal autant qu'un humain, parfois même plus. Est-ce que cette relation mérite-t-elle aussi des mots, des rites, une reconnaissance, et pourquoi ce deuil reste difficile à faire entendre ? Qu'est-ce que ça dit de notre société aussi ? On œuvre justement en ce sens pour briser le silence autour de la douleur que peut entraîner la perte d'un animal. Mais je me souviens notamment quand j'étais journaliste encore à Prisma Média, j'avais une collègue qui avait un chat auquel elle était beaucoup attachée. Je me souviens que quand il était en fin de vie, elle venait pas travailler et parce qu'elle me disait il faut que je veille mon chat. Et moi j'avais du mal à comprendre. Vous voyez, j'ai fait partie de ces personnes qui minimisaient l'attachement qu'on peut avoir à un animal. Ce deuil doit être reconnu au même titre que les autres. On dit souvent chez Happy End que le deuil n'a pas de hiérarchie. On peut avoir un attachement à son animal qui est énorme. Il y a eu le livre de Cédric Sapin-Dufour qui est magnifique, Son odeur sous la pluie, qui raconte très bien ce que c'est que le deuil animal et l'attachement à un animal. Donc je dirais que les langues se délient sur cette douleur, que les mentalités évoluent, mais qu'il y a encore du chemin à faire. Et c'est d'ailleurs pour ça que chez Happy End Lasso, on a créé les cafés compagnons, qui sont des moments de rencontre qui sont organisés et animés par Irène Combe, qui est une spécialiste du deuil animalier, pour justement pouvoir s'exprimer librement et sans jugement. Toujours en 2019, vous sentez que le virtuel ne suffit plus. Happy End ouvre un espace de parole pour aller plus loin, pour libérer vraiment les mots, les émotions. Il faut un lieu, un moment, une rencontre. Et c'est ainsi que vous créez les apéros de la mort avec Sophie Poupard-Bonnet, thérapeute qui accompagne des personnes vivant le deuil. Une idée librement inspirée du sociologue et anthropologue suisse Bernard Crétas, qui a travaillé autour de la mort et des rites mortuaires. Au moment de choisir le nom pour les rencontres, vous insistez pour que le mot mort soit dit, pleinement assumé, parce que vous savez que le nom peut choquer, peut-être qu'on va le trouver déplacé, mais votre intuition, c'est qu'on peut venir parler de la mort autour d'un verre, dans un café. Et cette intuition se réalise. Le concept sera par la suite décliné sous d'autres formats. Vous venez de parler effectivement du café compagnon. Il y a petite veuverie entre amis, les orphelinades. On a souvent tendance à éviter le mot mort, à dire il est parti, on parle de disparu, vous préférez dire il est mort. En quoi le choix des mots est important ? Et oui, je vois souvent quand les personnes arrivent aux apéros de la mort, ils arrivent, parfois ils sont gênés, ils disent je viens pour l'apéro de la mort. Mais en fait, je trouve ça super parce que du coup, ça habitue les cafetiers à accueillir ce moment. Oui, bah c'est là derrière. Enfin, et en fait, je trouve que tout le monde chemine. Au début, avec Sophie, on questionnait les premiers participants. Alors, est-ce que c'est ok pour vous ? Et leur réponse m'avait rassurée. Je me souviens au premier apéro de la mort, il y avait des personnes de 20 à 80 ans et ils avaient dit c'est sûr que c'est osé, mais au moins on sait de quoi on va parler. Et je trouvais que quelque part, c'était aussi les aider à revendiquer, notamment pour les endeuillés, ce qu'ils traversaient. D'ailleurs, certains disent, quand ils racontent qu'ils ont dit à leurs proches qu'ils allaient à un apéro de la mort, on dit « Quoi ? Un apéro de la mort ?» Et je trouve quelque part, c'est une façon de dire « Bah ouais, je vais à un apéro de la mort » pour parler de leurs proches disparus ou pour parler de leur curiosité par rapport à la mort ou tout autre sujet. En 2020, vous poussez encore plus loin votre engagement. Vous suivez une formation de conseiller funéraire avec un stage en entreprise. Vous créez le tout premier annuaire des professionnels de la mort et du deuil. Vous publiez un guide très concret aux éditions Erol, Un enterrement comme je veux, et un journal de deuil en 2023 pour travailler
traverser les étapes et renaître à la vie aux éditions Le Duc. Vous y affirmez une conviction forte, le rituel des obsèques est une étape clé du processus de deuil, il mérite qu'on y consacre du temps, de l'attention, de la réflexion. Et ce livre, vous l'avez voulu comme un compagnon, une ressource, un appui pour des familles qui sont souvent démunies au moment d'organiser les funérailles. À travers tout ce parcours, on sent un double fil rouge, redonner du pouvoir aux vivants et honorer les morts avec sincérité. Est-ce que vous avez le sentiment que les familles ont besoin avant tout qu'on les autorise, qu'on leur dise oui, vous avez le droit de faire autrement? Exactement. Exactement. Je trouve qu'ils ont besoin d'être rassurés. Et j'ai toujours en tête cette histoire qu'on m'avait racontée une responsable de pompe funèbre d'une personne âgée qui avait 80 ans dans un petit village de province et qui venait très souvent dans la vitrine devant la vitrine de la boutique parce qu'elle avait flashé sur une plaque en plexiglas. Mais elle se disait, je peux pas avoir ça sur ma tombe parce que ça ne se fait pas. Comme des personnes vont se dire, bah ça se fait pas de choisir un cercueil en pin non verni avec des poignées en corde. Bah, j'aime ça, mais ça se fait pas. Que vont penser les autres? Et c'est tout le travail des pompes funèbres et le rôle des pompes funèbres aujourd'hui, des conseillers funéraires, c'est mettez-vous d'abord à l'écoute de la famille pour comprendre qui était le défunt. 71% des personnes qui ont participé activement à la construction de la cérémonie ont ressenti un impact positif sur leur deuil. C'est aussi une façon de ne pas rester en dette vis-à-vis de son défunt, c'est de dire tout son amour. Et ça passe par des choses simples, c'est choisir la playlist, c'est va être écrire un texte, ça va être de penser à un rituel, d'aller choisir les fleurs, ça passe par des choses très simples. Mais ce que je veux dire, c'est que oui, les personnes ont besoin d'être encouragées à se sentir libres, à s'autoriser la liberté. Et je pense notamment à une famille, une pompe funèbre, elles avaient accompagné comme ça, ils avaient perdu leur fils qui avait 16 ans d'un accident de mobilette. Et cette conseillère funéraire, elle avait dit à la famille, votre fils, il adorait faire la fête. Vous voulez pas qu'on organise une fête? Et la famille, elle avait dit, on a le droit. Et elle avait dit, oui, on a le droit et on va faire en sorte du coup de le faire. Et en fait, voilà, ça s'est transformé en fait dans le cimetière, sous un barnum. Et quelque part, je trouve qu'effectivement, c'est ça qui va donner de l'énergie à ceux qui restent d'avancer. Les obsèques, c'est la première pierre posée sur le chemin de deuil. Et je trouve que quand elles ressemblent et quand elles divulguent l'énergie du défunt, c'est un cadeau, ce qui reste. Et c'est pour ça qu'il y a plein de facettes à explorer. Vous venez de parler d'un sujet dont on parle peu aussi, c'est la mort de l'enfant. Il n'y a pas de mot pour désigner un parent qui perd un enfant. C'est souvent perçu comme une injustice absolue, un non-sens, parce que c'est trop violent, trop douloureux. On finit par ne plus en parler parfois. Alors, est-ce que c'est le dernier tabou et comment est-ce qu'on peut continuer à faire vivre la mémoire de l'enfant dans la durée sans être prisonnier du chagrin? Moi, souvent, je me dis, les parents endeuillés, ils vivent une double peine. C'est-à-dire qu'ils perdent leur enfant. Je pense que ça fait partie des pires épreuves de la vie. Et ensuite, on les condamne une seconde fois en ne leur parlant plus de leur enfant, en n'osant plus prononcer leur nom. Parce qu'on est gêné, parce qu'on se dit qu'on va raviver la douleur, parce qu'on ne sait pas comment ils vont réagir. Ces parents pensent à leur enfant tous les jours. Oui, c'est un grand tabou, mais c'est un tabou qui crée leur solitude. On a vraiment tous intérêt à s'autoriser davantage, à évoquer nos défunts, à les célébrer, à inventer des rituels pour des anniversaires de décès. On me demande de tourner la page. Mais comment on peut tourner la page? Pourquoi je vais reconstruire ma vie? J'ai fait ma vie, je vais la continuer. En permettant aux parents endeuillés comme aux autres d'évoquer leur mort et même en les invitant à le faire et en le faisant avec eux, parce que je veux dire, tout l'entourage souffre quand un proche perd un enfant. On est tous dans la souffrance. Célébrons-les régulièrement au quotidien et faisons-les vivre dans toutes nos vies. Vous avez dit pour ouvrir ce podcast que la mort dans nos existences nous aide à mieux savourer la vie. On agit un peu comme si on était immortel. Nous souvenir de notre condition de mortel nous aide à nous questionner est-ce que nous sommes heureux? Alors je vous rejoins pas mal là-dessus. Mais j'ai quand même une petite réserve parce que mon père dont on a parlé dans ce podcast m'a eu à 51 ans, donc il y a eu un décalage par rapport à ça, qui m'a suivi jusqu'au bout puisque moi j'ai entendu depuis mon enfance que chaque année était sa dernière année de vie. Il a vécu jusqu'à 94 ans, donc voilà, ça a été long sa dernière année de vie, mais voilà, donc jusqu'au bout à l'hôpital puisque quand on m'a accueilli, le médecin m'a demandé si j'étais son petit-fils, j'ai dit que j'étais le fruit de sa deuxième vie. Donc tout ça pour dire que j'ai baigné dans un quotidien de mort quelque part, mais j'ai pas l'impression que ça m'a vraiment aidé. Moi, ça m'a plutôt angoissé jusqu'à ce que je vive l'expérience où justement, maintenant, je suis plutôt apaisé. Donc, je me demande s'il y a des méthodes qui fonctionnent mieux que d'autres pour pouvoir faire exister la mort et nous aider à mieux savourer la vie. Ouais, je crois que c'est inhérent à notre histoire, mais peut-être aussi à la façon dont la mort a été vécue, même les générations passées, des personnes qu'on n'a même pas connues. Alors vous, ça a été qui vous en parlez tous les jours. Ah bon, c'est peut-être ma dernière année, voilà. Mais on a
un job à faire en tant que parent, déjà, c'est de pas faire en sorte que la mort soit redoutée à ce point-là. C'est-à-dire, il y a encore des parents qui veulent surtout pas qu'on aborde ce sujet devant les enfants. Il faut pas dire qu'un tel est mort. Ils vont pas aller aux enterrements. Et c'est ça aussi qui nous construit. La mort, c'est un phénomène naturel. Pourquoi on veut absolument la chasser de nos vies comme si elle n'existait pas? On a cette responsabilité, c'est de pas construire un mortel flippé de la mort. Voilà. On va y être confronté nous-mêmes à la mort et on va la vivre. On va vivre celle de nos proches au cours de nos vies. Donc, essayons de l'aborder plus sereinement et de l'accueillir. Elle a plein de choses à nous apprendre. Moi, je trouve que c'est un sujet qui questionne et comme vous l'évoquiez, c'est qui aussi nous permet de nous rendre compte de notre finitude qu'on a tendance à oublier. Et ça nous permet de se dire tous les matins, déjà, 1, j'ai la chance d'être en vie. Et 2, est-ce que je suis heureux? Et potentiellement, en fait, j'ai encore le temps de changer des choses si je ne suis pas heureux. Sarah Dumont, merci. On arrive au terme de ce podcast. Juste merci de contribuer à libérer la parole sur le sujet et à permettre justement à vos auditeurs de s'y intéresser, de se questionner. Je trouve que voilà, plus on sera nombreux et on en a besoin pour briser le silence, plus on arrivera potentiellement à faire évoluer les mentalités sur le sujet. Merci. Finalement, j'ai numérisé la toute dernière cassette retrouvée chez mon père. Une ultime bande qu'on aurait cru enregistrer pour conclure ce podcast. J'ai pris l'habitude de laisser le mot de la fin à mes invités, alors aujourd'hui, c'est à toi que je le laisse, papa, avec tes propres mots. Ce qu'on entend à la fin de cette dernière cassette, dans la petite valise noire que tu m'as transmise comme ultime héritage. Je te laisse conclure ce podcast. Par-delà le voile. Merci de continuer à me faire signe avec tes mots depuis ce monde blanc de l'après-vie que tu décris si bien. Je t'aime, papa. Bon voyage. La cassette est terminée. Le voyage est terminé. Comment voulez-vous que nous nous quittions? Comment voulez-vous que nous nous rencontrions? Moi, le fantôme, qui, à force, est devenu réel de par son immatérialité. Aujourd'hui, je ne suis nulle part, excepté le néant. Tout est différent par rapport à hier. Il me semble à présent que mes problèmes d'existence ne sont pas si primordiaux. Le soleil perce les nuages. La formidable perspective des palais s'ouvre devant moi. Je suis riche. Je prête à tout le monde. Je flâne un peu. Je souris à mes pensées. Si on pouvait tout arranger par des silences. Finalement, y a-t-il quelque chose à comprendre? Quand on pousse les études au-delà du raisonnable, on en arrive au point que personne ne comprend plus personne. Respectons l'inaccessible. Ne le craignons pas. C'est comme un rêve qui restera définitivement un rêve, une galaxie qui restera pour l'astronome indéfiniment une abstraction à tout jamais au-delà des lentilles du télescope. Quel luxe de pouvoir faire exactement ce que l'on veut. D'une rive à l'autre, toi tu m'écoutes, moi je t'entends. À bientôt.